Ce sont des chiendents, des pailles, des feuilles de paille qui constituent une matière première pour la fabrication et la production, n'est-ce pas, du charbon écologique. Nous dessouchons les pailles et on les sèche. Ce n'est qu'après ça qu'on obtient la paille elle-même et nous procédons au séchage. Dans une contrée lointaine et broussailleuse, vit Roland et quelques autres jeunes gens. Ils consacrent un peu plus de 12 heures de temps à la production de charbon vert écologique. Ces jeunes gens qu'on retrouve ici dans ce champ de paille, après la collecte de la matière première nécessaire, mettent tout en œuvre pour obtenir de la poudre fine. Nous sommes à la carbonisation ici. C'est cette étape qui constitue à brûler les pailles bien séchées. Le produit qu'on obtient finalement, c'est la poudre noire. On ne brûle pas jusqu'à obtenir de la cendre. Et après ceci, on passe au tamis. Et par la suite, c'est la production. Dans l'atelier tamis, nous prenons la poudre carbonisée et nous mettons sur le tamis pour obtenir la poudre fine en bas qui passe à l'usine pour la fabrication du charbon. Première partie du travail achevé. L'équipe se rend à leur petite usine, à quelques kilomètres du champ de paille. Nous y retrouvons Roland, qui dirige les différentes unités de transformation. Après carbonisation et tamis, on vient à l'usine et c'est dans ces sacs-là que nous conditionnons les poudres avant que ça ne soit traité à la machine. Ici, c'est l'atelier mère. On mélange la poudre avec de l'eau et après avec du néant. On tourne jusqu'à ce que ça se compacte. Voilà, comme ceci, ça c'est déjà compacté. Donc comme ça on peut déboucher. Si nous avons commencé par produire ce charbon, c'est pour lutter contre la déforestation qui sévit actuellement dans le pays et dans tous les autres pays de la sous-région. Nos mamans au village, nos pères au village coupent énormément d'arbres, des tonnes de sacs de charbon de bois. Et ça nous fait réfléchir combien de bois ont été abattus pour produire ces sacs. Et nous avons décidé de sortir le charbon à base des feuilles de maïs, des feuilles de paille, des résidus, de tout ce qui est résidus agricoles, afin de diminuer considérablement la coupure des arbres. Un an que cette jeune équipe mène ainsi sa lutte contre le fléau de la déforestation. Ils ont produit près de 10 tonnes de ce biocombustible, soit un minimum de 270 kg par jour, à partir de déchets verts, feuilles de maïs, paille, épluchures de manioc, tiges de coton et même à base de papier d'imprimerie. C'est une alternative au charbon de bois et au bois de chauffe. Mais bien qu'il soit très peu polluant, cette initiative de Roland et sa jeune équipe, qui vise la préservation de l'environnement, passe inaperçue et souffre d'un manque de soutien. La jacinthe d'eau, nous l'utilisons pour le système d'épuration verte. Et ce système nous permet de recycler l'eau, que ce soit l'eau qui vient des cuisines, l'eau qui vient de la toilette, on les recycle pour arroser les plantes, aussi pour élever les poissons. Nous sommes à Songaï au Bénin, un centre-école de production et de recherche en agriculture durable. Il y est installé un système de recyclage d'eau usée grâce aux propriétés d'une plante, la jacinthe d'eau. C'est un moyen pour purifier l'air environnant les fosses septiques et dessouiller pour un nouvel usage les eaux d'évacuation. Nous sommes à côté d'une toilette. Là, c'est déjà le bâtiment de la toilette. Et derrière moi, c'est la fosse septique directement. Ça veut dire que dedans, il y a l'urine et il y a la matière fécale. Ça ne sent pas pourquoi la jacinthe d'eau a déjà absorber l'odeur. Et il y a deux fosses, une reliée à l'autre par un canal. Toutes les deux fosses
et le canal rempli de la jacinthe d'eau. Donc, l'eau, en quelque sorte, traverse un filtre pour rentrer dans la fosse de récupération. L'eau perd progressivement ses impuretés. Et c'est ça, on voit de l'autre côté, l'eau a déjà une qualité. Dans ce centre, la jacinthe d'eau n'est pas à usage unique. Le tiers de cette plante est ensuite récolté et transformé en du biogaz pour l'alimentation en électricité des bâtiments et usines de transformation. Les plantes sont riches en azote. Or, le biogaz, nous devons avoir un rapport carbone-azote. Le pourcentage d'azote doit être à une certaine proportion dans la production du biogaz. Donc, c'est pour cette raison que nous utilisons les jacinthes, parce que c'est des plantes qui vivent toujours dans l'eau et ils ont toujours une coloration verte. La plante qui a une coloration verte doit avoir un bon pourcentage d'azote. Donc c'est pour l'une des raisons que nous l'utilisons nécessairement dans la production du biogaz. C'est une très bonne plante. Bonjour à tous, nous sommes étudiants de l'Alliance française à Bogota et aujourd'hui nous allons présenter un petit reportage à propos de la pollution à Bogota. Le reportage est divisé à 3 parts. La première partie est l'introduction sur thème, la deuxième partie c'est les solutions et la troisième partie c'est les conclusions. Et le petit reportage, c'est trop important pour Bogota et nous espérons que vous appréciez. Merci. Bogota est la capitale de la Colombie. Elle est située au centre du pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution dans la ville de Bogota. Une partie du problème provient des voitures et transports en commun, qui contribuent pour 16% à la pollution de la ville. Selon un rapport publié en 1997, à Bogota circulent environ plus de 700 000 voitures chaque jour, et ce chiffre augmente du pourcentage de production de smog chaque jour. Tout cela indique que Bogota est une ville qui doit beaucoup à améliorer dans la partie environnementale. Bonjour à tous, je m'appelle Paula. Et moi, c'est Bella, et nous allons parler sur les solutions pour la pollution au Bogota. La première solution, c'est le remplacement des bus anciens pour les bus électriques. La deuxième solution, c'est la mise en place de transports alternatifs, par exemple les trottinettes électriques. La troisième solution, c'est la création de las pistes cyclables, qui sont un grand aide pour la circulation de Bogota. Ça, c'est les 3 solutions pour la pollution. Maintenant, nous allons présenter les opinions des personnes qui habitent au Bogotá. Buenos días. ¿En los últimos años ha visto un cambio climático? Sí. Es los efectos que se denominan efectos de cambio invernadero. Es decir, esto quiere decir que las lluvias son mucho más fuertes y los veranos también se hacen más intensos. Igualmente ha habido mayor deforestación, por lo tanto mayor polución y mayor contaminación en el medio ambiente. Ok, muchas gracias. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous avons réalisé une enquête pour l'écologie
Et la première question, c'est, vous croyez que le vélo a contribué à améliorer la qualité de l'air à Bogota? Oui, totalement. Je suis convaincu que c'est une bonne option pour lutter contre la pollution à Bogota. Je me déplace moi-même à vélo et donc je crois que c'est très bien. Merci. Bonjour. En conclusion, la pollution c'est un problème à Bogota et toutes les initiatives anti-pollution devraient être soutenues pour améliorer la qualité de l'air de Bogota. Ne posons pas, prenons soin de notre ville. Vous voyez actuellement sous les manguiers, on est en pleine saison de mangue à Kindia. Il y a plus de mangues qui sont sous le manguier que sur le panier de la ménagère. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous appelle sur les routes de mon pays. On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. Salut à tous, je suis Sali Bilaliso en Guinée. Cet été, je vous amène à la découverte des richesses de mon pays, mais également à la rencontre des jeunes qui se battent pour changer les choses. La dernière fois, on s'est demandé comment développer le tourisme dans la préfecture de Mali, au nord du pays. Cette fois, je pars au paradis des gourmands, à Kindia, la ville des fruits. Mais malheureusement, ces délices finissent souvent gâchés à pourrir sur le sol, car on manque de moyens pour les commercialiser. Alors, il faut que ça change. Allez, je vous embarque. Présentement, nous sommes à Lissa pour notre déjeuner. Donc, nous allons continuer sur Kindia. Dans 1 heure ou 2 heures, nous serons à Kindia. Vous voyez le soleil et la rivière Tiringouré juste derrière moi. C'est grâce à ça notamment que la région de Kindia est aussi fertile. En ce moment, c'est la récolte des mangues et ça va durer 2 mois. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'endroits où vendre les fruits. Du coup, beaucoup restent là à pourrir. Le seul moyen pour les écouler, c'est de les revendre en bord de route. Il y a des vendeurs dans toutes les localités que j'ai traversées. Mais cela ne suffit pas pour sauver toute la récolte. goɗɗum go si tawi a ƴamari makiti buy heɓa wano 25 000 wano 30 000 wano 50 000 no nafude men min sooda e piihoji amen koye ga buy ko ɗumen woni feƴƴinel. Alors, bien sûr, des fruits en surproduction, ça arrange les clients qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, je me rends chez un étudiant de l'université de Kindia et vous allez voir, chez lui, ça devient un repas très prisé. Car ici, les pécules mensuelles n'atteignent pas 15 €. Dans la vie étudiantine, il arrive à des moments, quand nous prenons le mois de mars comme ça, c'est des moments très difficiles pour nous les étudiants. Et la manque nous permet alors de remplacer beaucoup de nos provisions. C'est dans cette période réellement qu'on essaie d'économiser davantage. Ça nous permet de dépenser moins. Parfois, et quand on n'a pas les moyens à faire du riz, à préparer du riz, nous pouvons alors faire la sauce de mangue, acheter une mèche de pain et puis nous mangeons ça. Bon, même si ça arrange certains clients, c'est très pénible de voir toutes ces mangues, même le sol. Les quelques fruits qui survivent sont ceux qui sont consommés localement, transformés en confiture en petite quantité, ou bien ceux qui sont exportés hors du pays. Il faudrait des usines de transformation ou alors des bons transports vers les autres villes pour les revendre plus. Des fois, je peux peser 10 kg, 20 kg, ça dépend de la commande de mes clients. Je n'ai pas les instruments de travail, même si j'ai la volonté, j'ai l'idée, j'ai l'expérience pour faire la confiture.
mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas aussi l'emballage avec lequel je dois travailler. J'ai envie de me retrouver avec 50 travailleurs, ou plus même, dans 2 ans. C'est mon rêve, c'est pour cela que je me bats tous les jours quand on entend les conférences, les forums, les débats et autres. Partout il y a les forums, je vais pour exposer mes produits et les montrer que c'est normal. C'est-à-dire nous aussi on peut faire quelque chose chez nous. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien de nouveau. Hein. Tu as vu, j'ai envie de faire la chose, mais tu vois où je travaille. En organisant bien ce secteur, que beaucoup d'acteurs jugent prometteur, l'économie locale pourrait connaître un grand essor et ça créerait encore beaucoup d'emplois et de revenus. Mademoiselle Ba a encore une autre idée qui consiste à chasser les fruits. Avec le séchage, s'il y a une grande production, vraiment, il y aura aussi une grande rentabilité aussi. Nous utilisons un séchoir solaire à cheminée qu'on a confectionné nous-mêmes, mais n'ayant pas les moyens de se procurer un séchoir électrique, on produit à petite échelle. Si aujourd'hui on a la chance d'obtenir un séchoir électrique, on pourrait par exemple sécher 1 tonne par jour, on pourra vendre ça même à l'international. On essaie de bien couvrir pour ne pas que les mouches rentrent ou qu'il y ait de la poussière. Ici, on va laisser à l'intérieur du séchoir. Après le coucher du soleil, on vient, on retire les clés, on les met à l'abri jusqu'au petit matin. Après le séchage, le fruit peut être conservé pendant 1 an avec un emballage adapté à l'alimentation. Par exemple, moi j'ai opté pour des emballages biodégradables. Je vais aussi penser à l'environnement. Moi, si j'étais le maire, je mettrais au plus vite des petites usines de transformation, mais également une stratégie locale pour que les mangues et les autres richesses de Kindia profitent à tous les habitants. Des solutions innovantes doivent émerger pour impulser ce secteur qu'ils estiment être d'un fort potentiel. Et si c'était toi, qu'aurais-tu fait pour éviter les gâchis et pour que les citoyens soient moins désemparés face à la triste situation? Laisse ta réponse dans les commentaires. En espérant vous retrouver à la 3e étape, je vous invite à regarder d'autres vidéos de haut-parleurs. Je veux voir des très beaux arbres. Je vois des arbres où au bord du tronc, où on fait des barbecues, on brûle le pied des arbres. C'est catastrophique ça. Moi je suis super inquiet. Et nos enfants, on leur a laissé quoi? Eh ben voilà ce qu'on leur a laissé. C'est pas terrible ça? Bonjour, c'est Reda d'Alger. Un héros selon Wikipédia est une personne réelle ou imaginaire qui, à travers ses actions, suscite l'admiration de ses contemporains. On pourrait leur objecter la définition de Romain Rolland, pour qui un héros c'est tout simplement quelqu'un qui agit, qui fait quelque chose, alors que tout son entourage ne fait rien. Et cette citation va comme un gant en caoutchouc à notre héros du jour, Ammar Adjili, qui depuis quelques années s'est lancé dans une croisade un peu folle, nettoyer seul les rues et les plages d'Alger et réinculquer à nos concitoyens des notions basiques et un peu oubliées de propreté, d'hygiène et d'écologie. Don Ammar contre les poubelles avant, on en parle tout de suite. Il est 7 h, Alger s'éveille. Une agitation inhabituelle règne sur l'esplanade de Notre-Dame d'Afrique. Armé d'une pelle, d'un sac poubelle et de sa bonne volonté, Ammar Adjili est déjà sur le pied de guerre. Il traque sans relâche les déchets qui jonchent ce haut lieu culturel et historique de la capitale, sous le regard amusé de Mgegez, figure emblématique du quartier. بكري كنا حنا نقو كنا الدراري نتعاونوا ونرفدوا الحومه وكل يخرج كنا ضرب دار ونرفدوا كان هذاك الوقت ما كانش كنا متعزب كان الحاجه كانوا الحمير حنا ما يكفيش حنا واش نديروا نرفدوا هذاك الزبل نطموه ويجيو هما نخليوها ومن بعد نروحوا نلعبوا دوك يعني يجيو عند باباك وين تروح وين تروح تسيب الزبل تما شغل تما يعني ما تجيش من باب تاع ما نومش زعما كيما يقولوا الحكومه النوم حنا لاجوناس تاعنا دايرينها غير الفليكساج والماكله التليفون تما راحت العقليه تاع النقا نساو الدنيا دخلت لهم كبروا بالماده حنا ما كبرناش بالماده حنا كبرنا بالنقا. Quand il rentre au pays en 2016, Ammar est estomaqué par la saleté des rues et des plages. L'Algérie grise qu'il découvre n'a plus rien à voir avec la blanche qu'il a
laissé. Plutôt que d'accuser les autorités ou de jeter la pierre à ses concitoyens, il passe à l'action. J'ai vu à peu près comme partout de la pollution dans tout le pays. Et il a fallu que j'agisse parce que je n'ai jamais accepté de voir des déchets dans la nature. Donc voilà, j'ai pris mes deux mains, j'ai été acheter des sacs et je me suis mis à dépolluer la première plage à Tipaza du côté de Chenois, Mataret et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'étais l'un des premiers à activer là-dessus, mais la plupart étaient surpris. Tiens, un mec qui ramasse dans la plage, seul, sans aide, et je n'ai jamais été aidé d'ailleurs, très rarement. Pour être aidé, il a fallu que je crée des événements. Sinon, les personnes me regardaient, me remerciaient. Passant du statut de marginal excentrique à celui d'icône d'une jeunesse qui veut changer les choses, Ammar est rapidement rejoint par une armada de bénévoles, les Superwomen, touchés par son combat pour une Algérie plus propre. Ce qui me touche, c'est qu'il ne cherche aucune contrepartie, il est infatigable, c'est impressionnant. En fait, il achète tout seul, ses râteaux, ses sacs, des fois il se fait voler. Et il prend son temps, son énergie pour essayer de faire passer un message. Et on se rend compte que c'est difficile parce que les gens ne sont pas trop réceptifs finalement. Parce que des fois ils nous voient, il y en a certains qui viennent nous aider quand on est là en train de nettoyer, mais il y en a beaucoup d'autres qui nous disent juste bon, Allah yaounkoum, c'est bien, kathar khairkoum, etc. Mais derrière il n'y a pas le geste qui suit. Quand je rentre chez moi, je suis satisfaite, je me dis qu'au moins j'ai passé une journée, j'ai fait ma bonne action du jour, et puis j'espère que rien que le fait de nous voir faire ça, et peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont réagir et qui vont le faire à leur tour dans leur quartier. D'ailleurs, on parlait justement de l'APC, mais l'APC, les autorités bien sûr, elles ont une responsabilité énorme dans le fait parfois de ne pas nettoyer certains quartiers, d'abandonner certaines zones qui ne sont pas en centre-ville, on va dire. Et puis il y a aussi l'éducation, le fait de sensibiliser la population, etc. Mais après, il faut aussi que chaque personne prenne sa responsabilité et le fait de ne pas jeter ses poubelles par la fenêtre, le fait de ne pas jeter son mégot par terre, son gobelet, sa bouteille en plastique. Parce que si chacun se dit « Ah, c'est pas grave, il y aura Netcom qui va venir ramasser », dans ce cas-là, tout le monde fait ça et Netcom, ils peuvent pas tout faire. Les autorités publiques, mais tous en fait, tous sont impliqués dans ce problème de pollution. Parce que moi, je vois encore l'APC aujourd'hui jeter des déchets dans la nature. Et quand ils les jettent, ils les brûlent ensuite. Et brûler, c'est encore plus grave. Parce que moi, j'ai vu aussi des forêts brûlées comme ça. Donc, les solutions, il y en a, mais pas celle-là en tout cas. Pour moi, si on arrêtait déjà le sac plastique, ça serait déjà énorme. On est encore à donner des sacs plastiques dans les petits commerces. Pour un bonbon, on vous met un sac plastique pour n'importe quoi. Les gens, on les voit avec 5-10 sacs plastiques quand ils sortent d'un commerce. Et où vont ces sacs plastiques après? Donc, il faut déjà arrêter le sac plastique. Voilà, Ammar, Adjili et les Superwomen continuent encore et toujours à se battre, à militer pour une Algérie plus propre, en espérant que la multiplication de ce genre d'initiatives provoque un déclic chez nos concitoyens et pousse les autorités publiques à penser une véritable politique écologique pour la ville, loin des discours creux et des promesses. Merci beaucoup, rendez-vous sur le site des haut-parleurs et d'ici là, Naqi Houmtik. Salut à tous, c'est Alexandros en Grèce. La Grèce, ce pays où on construit ce qu'on veut, où on veut, à peu près n'importe comment. Le problème, et on va le voir, c'est que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Moi, c'est Martin, sur la Côte d'Azur, une côte qui est souvent malheureusement moins azur que grise, et ça, c'est à cause du béton.
Donc là, je me trouve sur la côte est de l'Attique, à environ 1 heure d'Athènes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les constructions anarchiques s'étendent vraiment tout le long de la côte. L'État grec n'a jamais été hyper à cheval sur l'attribution des permis de construire. Il y a un véritable laisser-aller et la mise en place d'un cadastre, ce qui permet de répertorier quel terrain appartient à qui. C'est quelque chose d'extrêmement récent ici. D'ailleurs, il n'est toujours pas fini. Et comme la moitié de la population du pays vit dans cette région, on a construit un peu n'importe comment, engloutissant les forêts et le littoral. Et c'est pareil ici, Alexandros, toute la population se concentre sur la bande littorale. Sur cette bande, je vous défie de trouver 3 arbres côte à côte, et ça pendant 40 km. C'est mieux à l'intérieur des terres, c'est un peu plus nature, on peut plus respirer. Comme à Sophia Antipolis, c'est entre Nice et Antibes, une grande forêt a survécu, mais cette grande forêt, elle donne fin à de gros promoteurs immobiliers qui veulent faire des projets gigantesques. Ici, par exemple, c'est un immense centre commercial assez dégueulasse qui va être construit, et pourtant, il répond au doux nom d'Open Sky. C'est un peu un symbole de ce qu'on appelle la convergence des luttes, c'est-à-dire que se rejoignent la défense des petits commerçants, des considérations écologiques, mais aussi des considérations simplement de maintien de son cadre de vie et de la fluidité du trafic. On a initié un référendum citoyen sur 2000 personnes, 97 des gens étaient opposés à ça. Il y a vraiment l'idée qu'on impose un projet dont personne n'a besoin aux citoyens, ils n'en veulent pas, le besoin n'est pas existant et ensuite on va générer le besoin. Voilà, donc tout ce que vous voyez derrière moi, eh bien ça devrait être construit. J'avoue, c'est vraiment pas ouf ton truc, hein. Le béton, ça empiète sur la nature, mais ça peut aussi être mortel pour les hommes. Moi, je me trouve à l'endroit où il y a eu l'énorme incendie en juillet 2018. 102 personnes sont décédées, 5000 hectares partis en fumée, c'est à peu près la moitié de la surface de Paris et des centaines de maisons brûlées. C'était un vrai drame national. Alors bien sûr, il faisait hyper chaud, il y avait beaucoup de vent, c'était très sec, mais surtout, si le bilan humain est aussi élevé, c'est à cause des constructions anarchiques comme celle-ci. Μπήκε μέσα αυτό το ρεύμα, έκαψε όλα αυτά τα σπίτια, που όπως βλέπεις δεν υπάρχει τρόπος να πάει εκεί πυροσβεστικό. Δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει δύναμη. Και έφτασε από εκεί, έφυγε από εδώ δεξιά και συνέχισε και έφτασε στη θάλασσα. Εδώ, σε αυτόν τον δρόμο, αν το φέραμε με το ελικόπτερο, ναι, θα περνούσε. Το θέμα είναι για να φτάσει εδώ, πρέπει να περάσει από πολλά στενά και χωματόδρομους που δεν το επιτρέπαν να περάσει. Εδώ πυροσβεστικό, πού να πάει, εδώ στον δρόμο. Τι έξοδο αριστερά. Άμα έβγαινε ένα αμάξι, ένας κάτοικος, ένας πολίτης που πήγε να σωθεί, θα είχαν φρακάρει τα πάντα. Τα πάντα δυστυχώς. Και όπως και έγινε. Tout le monde s'accorde à dire qu'une fois que l'incendie s'est déclaré, c'était impossible de l'arrêter. Mais les incendies en Grèce, il y en a tous les étés, on le sait. Et du coup, laisser construire n'importe comment sans prendre en compte ce risque, c'est ça qui est vraiment criminel. Ça a même empêché les gens à pied qui fuyaient le feu de s'échapper vers la mer et donc de sauver leur peau. Par exemple ici, la mer est à moins de 50 mètres, mais c'est impossible d'y accéder. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα εγκλωβιστήκανε και από αυτή η φωτιά που έρχονταν από εκεί και αυτή η φωτιά που κατέβηκε από πάνω μετά. Δηλαδή εγκλωβίστηκε μέσα εδώ πέρα. Βγήκανε προς τη θάλασσα, δεν βρήκανε τον γκρέμι να κατέβει κάτω το μονοπάτι και τελείωσε. Alors attention, hein, des accès à la plage, il y en a, comme celui que vous voyez juste ici. Mais honnêtement, est-ce que vous imaginez emprunter ce passage alors que tout brûle autour de vous, que vous êtes empêtré dans un nuage de fumée? Honnêtement, c'est une blague, non? Ah ouais, c'est vraiment dingue ce que tu racontes, Alex. Et le pire, c'est que c'est un peu pareil ici. En 2015, 20 personnes sont mortes dans des inondations à Cannes, à Antibes ou à Biot. En fait, avec l'artificialisation des sols, il y a tout simplement plus assez de terre pour aspirer l'eau, pour jouer le rôle d'éponge. Et donc, les grosses pluies se transforment en inondations meurtrières. Et le centre commercial de l'Open Sky, il ne va rien arranger, il doit être construit juste à côté de la même rivière qui a débordé en 2015. 100 000 m², soit plus de 13 terrains de foot, vont être recouverts de béton et de ciment. Et donc, il y aura encore moins de terre pour ralentir la course folle de l'eau en cas d'inondation. Forcément, dans le permis de construire, il y a des aménagements qui sont prévus, les fameuses cuves de rétention qui sont, quand elles sont prévues, faites en pratique une fois sur deux et jamais entretenues. L'idée, c'est de dire en amont, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et la réponse, elle est non. Dans mon département des Alpes-Maritimes, la surface agricole a diminué de 80% en 50 ans. À l'heure de la nécessité du bio et du local, ça se pose là.
Il y a plus ici d'immeubles qui poussent que de tomates, et quand on produira plus rien, on mangera quoi? Le mur de nos maisons? Ne t'inquiète pas Martin, je vais t'envoyer plein de yaourts grecs, tu vas te régaler. En attendant, moi j'ai pas l'impression qu'on ait tiré les leçons de ces incendies. La route de Marathon, qui est censée être une route par feu dans la région, est toujours bordée de pins des deux côtés et en plus il se mêle au câble électrique. Mais bon, 2019 est une année électorale importante en Grèce, espérons que ça fasse un peu bouger les politiques. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur les haut-parleurs. Oh, avec un peu de sel. Vous voyez, il ne reste que cette partie-ci, qu'on trouve encore la mangrove. Il y a 15 ou 20 ans que les gens ont commencé à venir s'installer auprès d'eau. Bonjour, je m'appelle Méline et j'habite à Douala au Cameroun. Et en ce moment, on est en pleine saison des pluies. Ici, quand il pleut, c'est la catastrophe. Les gens perdent le peu qu'ils ont, les infrastructures en prennent un coup et c'est difficile pour tout le monde de se déplacer dans la ville. Tout ça parce qu'on ne prend pas soin d'un truc que la nature avait prévu sur mesure pour éviter les inondations, la mangrove. Pour comprendre, on va faire un peu de géo. La ville de Douala se situe à l'endroit où le fleuve Wouri se jette dans l'océan. Et tout le vert sur la carte, c'est la mangrove. Pour résumer, la mangrove c'est un écosystème qui regroupe en son sein des marais, des palétuviers et de nombreuses autres espèces végétales et animales. C'est également une zone très humide qui fait une jonction entre la terre et la mer. Au départ, Douala n'était qu'un petit port de commerce dans une mangrove. Aujourd'hui, il en reste moins de la moitié, parce que Douala est devenue la capitale économique du pays où près de 3 millions d'habitants vivent et le chiffre ne cesse d'augmenter. La bétonisation de la mangrove est une véritable catastrophe car cet écosystème est incroyablement riche. Christian Essombé, un pêcheur originaire de l'île Djebalé en plein milieu de la mangrove, m'emmène en pirogue pour m'expliquer l'étendue des dégâts. Vous voyez, il ne reste que cette partie-ci, qu'on trouve encore la mangrove. Là, il y avait autant de poissons, beaucoup de poissons. C'est la mangrove qui fait en sorte que le poisson puisse se nourrir, qui garde les crevettes, qui garde certaines espèces. On coupe cette mangrove pour faire du bois, pour faire le feu. Les entreprises pétrolières et du BTP comme Tradex et Azim sont également en partie responsables car elles ont élu domicile dans la mangrove et déboisent en quantité industrielle les arbres qui s'y trouvent. À cause de la disparition de la mangrove, des milliers de pêcheurs et de chasseurs perdent une partie de leur gagne-pain. Mais ça a aussi des conséquences en ville, car la mangrove protège la terre de l'eau et de la force des vents en cas de tempête et de tsunami. C'est une zone tampon en gros. La végétation, et notamment les racines des palétuviers, fonctionne comme un frein qui permet de limiter la force des vagues. Je prends les moyens du bord pour vous expliquer en me basant sur une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle a comparé ce qui s'est passé au moment du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, dans 2 villages du Sri Lanka qui avaient à peu près la même population et le même emplacement par rapport à la mer. Dans le premier, qui était protégé par la mangrove, seulement 2 personnes ont été retrouvées mortes après le tsunami, grâce à la végétation qui a limité la pénétration de la vague vers les habitations. Dans le village où il n'y avait pas ce bouclier naturel, 6000 décès ont été recensés, car comme vous le voyez, les habitations étaient directement exposées au tsunami. Ainsi, toujours d'après cette étude, si les mangroves du Sri Lanka n'avaient pas été détruites à plus de 40%, énormément de vies auraient été sauvées. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir un tsunami sur les côtes du Cameroun demain, mais avec le réchauffement climatique, le pays n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle. Ne serait-ce que pour la montée des eaux, il est urgent de protéger ce bouclier. Les ONG se battent pour préserver la mangrove, mais le gouvernement ne mesure pas l'ampleur des dégâts. Pourtant, à Douala, les inondations sont chaque année toujours plus impressionnantes. En Inde, au Bangladesh et dans d'autres pays, les gens ont pris conscience du rôle de la mangrove et commencent à la replanter. Et chez vous, y a-t-il des inondations, des zones qui devraient être protégées pour mieux défendre la terre contre l'eau? Racontez-nous en commentaire et allez voir d'autres vidéos des haut-parleurs. Rien ne sert à dire qu'il y a une mine ici si toi tu ne vois que la bauxite passer ou le diamant passer sans bénéficier les retombées minières. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous appelle sur les routes de mon pays.
On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. Il y a quelques jours, je vous parlais du gâchis des fruits à Kindia, notamment les mangues, avec des solutions initiées par des jeunes. Cette fois-ci, je vous embarque pour Débélé, où on va découvrir une nouvelle richesse de la Guinée, la bauxite. La bauxite est une roche essentielle pour la fabrication de l'aluminium et mon pays en possède les plus grandes réserves de la planète. Mais est-ce que ce trésor profite aux populations qui vivent près des mines? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Tout autour de moi, vous observez cette couleur rouge qui recouvre cette partie de la Guinée. C'est la couleur de la bauxite. Cette roche contient l'alumine qui sert à fabriquer l'aluminium et tous les objets que vous imaginez. Normalement, cette richesse doit profiter aux populations locales. Le saviez-vous que notre production nationale a triplé en 3 ans? Donc cette ville de Débélé devrait être prospère. Mais regardez dans quel état est la ville. Dans les autres zones minières, c'est pareil. Alors je me demande si réellement cette redistribution parvient jusqu'aux populations. Il y a du bauxite chez nous aussi à Débélé. On fait tout à Débélé et les jeunesses de Débélé ne sont pas aidées. Il faut qu'on achète l'eau pour boire et on a une seule forage dans une quartier. Pourtant, la compagnie de bauxite de Kindia qui exploite la mine assure qu'elle verse l'argent. Cette situation est caractérisée par une corruption généralisée. Les intermédiaires captent le plus souvent l'argent qui devrait revenir aux habitants. En plus, l'exploitation de la bauxite cause des dégâts environnementaux incalculables. C'est juste tout de même incroyable. Regardez, les populations ne peuvent plus l'utiliser presque. Ici à côté tout autour, vous voyez des champs. Et pratiquement, on ne peut pas utiliser cette eau. Les populations avant cultivaient ici. Maintenant, elles ne peuvent plus. Depuis Débélé n'a pas fait Jitamura wali male musa ma itama barato men bi wali be wali na wo mo bi tan wali mo mo bora mali da wali mafa mo mo yo kasi mai mafa mere tan kuyi mo be tan wali masonde ha Débélé nga kanari nan fa hibirina il fait be hasa dogo yili labera den ran wali ma be imuna fa sto amuya nari muna ngoma na mere fa yibe alo yibe moli tan problème mon mais nana mo to ha gbe be nan Ramali fang, ou y aura fait une déma, mais on va pas. Face à ce triste et amer constat, les jeunes ne veulent pas rester les bras ballants. Ils s'organisent pour mieux revendiquer. Au lieu que les mines soient un facteur de réduction de la pauvreté, mais elles renforcent et elles créent de la pauvreté chez les communautés villageoises. Et ces richesses sont détournées de leur objectif, au détriment des vrais enjeux du développement local de Kindia. Personne ne peut ignorer aujourd'hui, quand vous rentrez à Débélé, à Mambia, c'est un village qui ne ressemble à rien. Vous ne pouvez pas voir Débélé aujourd'hui et vous soyez fiers, à moins que vous ne soyez sur une autre planète. À Mambia, on pouvait faire 3 cultures de fonio, mais aujourd'hui, je mets tout le monde en défi pour montrer le contraire. On ne peut pas. Tu ne peux pas trouver un marché digne, même un terrain de football digne. Ça emmagasine la colère. Les jeunes, pour prévenir ça, qu'est-ce qu'il faut? Les sensibiliser, rappeler le droit de ces citoyens. Aujourd'hui, dans notre travail, nous continuons d'aller dans les quartiers pour sensibiliser les jeunes afin de les outiller sur l'engagement citoyen. Pour dire effectivement, si vous ne vous levez pas, si on ne se lève pas, les richesses que les sociétés minières donnent à notre collectivité, ça ne va pas profiter à notre commune. Il faut qu'on refuse cette façon de gérer la ville de Kindia. Oui, nous sommes bien sûr en Guinée où nos ressources sont exploitées avec un partage inégalitaire. Mais l'éveil de conscience des jeunes me donne un grand espoir. À travers des actions concrètes et concertées, les choses pourront changer dans pas si longtemps à condition qu'ils ne lâchent pas prise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soutenez le combat des jeunes de Débélé et à bientôt pour une prochaine étape sur les routes de la Guinée.